Bienvenue à toutes et à tous sur le devenir infirmier, le live 100% terrain, qui est aujourd'hui consacré à la transplantation rénale et pulmonaire à travers le parcours du patient et l'éducation thérapeutique. Avant de passer la parole à nos invités, un petit mot. Vous voyez, j'ai la cocarde verte. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est la journée nationale de réflexion du don d'organes et de greffe et de reconnaissance aux donneurs. Il faut savoir qu'en France, il y a environ à peu près 6 000 organes greffés par an. Et le premier organe greffé est le rein, pour un peu plus de la moitié. Vient le foie, le cœur et les poumons. Le don d'organes, en fait, est régi par trois lois en bioéthique, que sont l'anonymat, donc la gratuité, et nous sommes tous donneurs présumés d'organes et de tissus. Pour ceux qui s'intéressent à cette thématique, je les invite aussi à aller voir sur Internet dondorganes.fr et l'agence de biomédecine. Nous avons du coup l'honneur d'avoir sur notre plateau Lucie et Malika, Lucie Lefebvre et Malika Amouda, qui sont infirmières de coordination à l'hôpital Bichat et qui nous parleront en deuxième partie de l'éducation thérapeutique du patient greffé pulmonaire. Nous avons aussi la chance d'avoir Monsieur Paul, qui est patient récemment greffé rénal, qui pourra nous témoigner de son parcours. Et puis enfin, Sandrine Longeau, qui est infirmière à l'hôpital Saint-Louis et qui va nous parler du parcours patient sur la transplantation rénale. Et puis, petite surprise, qui est venue nous saluer. Sandrine, je te laisse la parole. Donc, je suis Sandrine de Panchilis, je suis le cadre paramédical du département médico-universitaire Victoire, auquel appartiennent les services de néphrologie de Saint-Louis, où on transplante les reins, et le service de pneumologie de Bichat, où on transplante les poumons. Donc, je suis venue soutenir l'équipe et répondre aux questions s'il y en a. Merci. Merci beaucoup, Sandrine, d'être là. Et puis, alors, Sandrine Longeau, infirmière en néphrologie à Saint-Louis. Est-ce que vous pouvez, déjà peut-être pour les étudiants en soins infirmiers, nous décrire en quelques lignes votre parcours professionnel et puis après nous dire un petit peu le profil des patients qui sont accompagnés lors de la greffe rénale à Saint-Louis, décrire leur parcours. Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je suis infirmière depuis maintenant 29 ans. Donc, j'ai débuté ma carrière en chirurgie textile à Lariboisière et il y a maintenant 17 ans de ça, j'ai changé de service et j'ai choisi d'aller en néphrologie parce que c'est un service qui est très complet, qui allie à la fois la médecine, la chirurgie, il faut avoir des qualités d'écoute, des qualités d'encadrement et d'éducation. Et donc, je trouvais ça très intéressant. Et donc, je me suis effectivement par la suite spécialisée en éducation thérapeutique. Également. En fait, il me semble que vous avez 2 casquettes. Hein. Oui, voilà. Trois casquettes sur le service. Je suis infirmière de salle, donc en hospitalisation traditionnelle. Et quand le planning me permet, je fais l'éducation thérapeutique des patients. Donc, par contre, je ne suis pas infirmière d'éducation thérapeutique à 100%. Donc, voilà. Donc, dans le service, on va rencontrer des patients qui sont atteints de pathologies uniquement du rein. Et donc, c'est des patients qui vont arriver à plusieurs stades. Donc, ces pathologies vont entraîner une insuffisance rénale. Et ils vont arriver à plusieurs stades, différents stades de l'insuffisance rénale. Et donc, on va les prendre en charge à chaque fois différemment. Donc, on peut avoir en fait des patients qui sont diabétiques, des patients qui sont hypertendus. C'est la majorité des pathologies qui peuvent donner de l'insuffisance rénale. Donc, ces patients sont souvent suivis déjà. Et donc, quand ils arrivent à avoir une insuffisance rénale qui est assez avancée, on programme
des consultations avec des médecins transplanteurs et éventuellement de préparation à la dialyse. On va également avoir des patients qui vont avoir simplement qui sont suivis par un médecin traitant qui n'ont pas de maladie particulière et un jour, le bilan sanguin va être perturbé, donc ils vont nous envoyer ces patients. On va leur faire, les néphrologues vont programmer ce qui s'appelle une biopsie du greffon et on va aller regarder au microscope quelle est la maladie que le rein peut avoir. Et donc, ça va permettre de pouvoir avoir un traitement adapté pour ralentir le processus de l'insuffisance rénale. Et puis, il existe aussi des patients qui arrivent au stade ultime de l'insuffisance rénale. C'est des personnes qui n'ont pas forcément fait attention aux petits signes qui pouvaient déjà être déclarés, mais souvent l'insuffisance rénale, les signes de l'insuffisance rénale, c'est des signes qui sont un petit peu bateaux, qu'on peut retrouver dans plein de pathologies. La fatigue, la perte d'appétit. Donc, c'est des choses qui ne font pas forcément attention. Et quand ils arrivent dans le service au stade ultime de l'insuffisance rénale, c'est des patients qui doivent être mis en urgence en dialyse. Et donc, c'est des personnes qui tombent des nues, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive et qui sont du jour au lendemain mis en dialyse 3 fois par semaine. Donc, ces patients-là, par la suite, on va leur proposer d'être mis sur liste de greffe. Donc, ils voient également à ce moment-là le médecin transplanteur. De principe, tous les patients vont être inscrits sur liste de greffe à condition que les examens qu'ils vont faire sont corrects. Donc, il y a toute une batterie d'examens qui va leur être, auxquels ils vont devoir être soumis. Donc, ils vont avoir déjà des dosages sanguins pour savoir quel est le groupe tissulaire, quel est le groupe sanguin. Donc, le dosage, les anticorps anti-HLA. Ils vont avoir des examens radiologiques, des échographies, donc des vaisseaux. Ils vont avoir des échographies cardiaques. Ils vont avoir des scanners pour voir l'état des vaisseaux. Et une fois qu'ils auraient eu tous les résultats des analyses, on programme un rendez-vous avec un anesthésiste et l'urologue qui va faire le geste opératoire. Et donc, selon les résultats, l'anesthésiste peut dire le cœur est trop faible, il ne va pas supporter la greffe. Ou au contraire, dire tout va bien, on continue. Ou au contraire, c'est l'urologue qui va dire les artères, les vaisseaux sanguins sont de trop mauvaise qualité. Si on fait une anastomose, donc si on fait une couture, une suture du greffon, ça ne va jamais prendre, ça ne va jamais tenir et la greffe ne va pas tenir. Donc là aussi, ça peut être récusé. Ces examens vont permettre également de voir si la personne aurait un cancer qui n'aurait pas encore détecté. Donc, si on trouve un cancer, que ce soit chez les hommes, souvent ça peut être la prostate s'ils ont un certain âge, il faut déjà traiter le cancer avant d'être mis sur liste de greffe. Ça peut être, on découvre aussi des fois des maladies infectieuses, donc il y a toutes les sérologies infectieuses qui sont faites. Et donc, une fois qu'il y a tout ça, les patients sont inscrits sur liste de greffe. Donc, ça peut prendre de 3 mois à 6 mois. C'est assez long, le temps de réunir tous les examens, de voir tout le monde. Et malheureusement, selon les groupes sanguins, la greffe n'a pas lieu forcément aussi rapidement pour tout le monde. Donc, quand le médecin transplanteur voit le patient, il est toujours proposé une greffe familiale, une greffe de donneur vivant. Ce n'est pas forcément toujours possible parce que le donneur vivant, par définition, il est vivant. Et donc, il faut qu'il reste vivant. Donc, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui lui soit préjudiciable. Donc, il faut faire des analyses pour savoir si en retirant un rein, s'il ne va pas en souffrir et est mis en dialyse 2 mois après. Il faut en plus voir si son état de santé permet de faire ce prélèvement.
Si on ne trouve pas de donneur vivant, donc c'est les donneurs décédés. Et donc là, selon le groupe sanguin, la greffe peut être beaucoup plus longue à attendre. Et donc ça peut, les greffes qui sont le plus fréquentes, où il y a le moins de temps d'attente, c'est les greffes du groupe A. Les plus longues, c'est celles du groupe B et O. Donc malheureusement, c'est très disparate. Et selon l'âge de la personne, c'est pareil, la personne peut attendre plus ou moins longtemps. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a tout ça, le patient est inscrit sur liste de greffe et malheureusement, il n'a plus qu'à attendre. Et donc, si l'attente est très longue, il doit revoir tous les ans, en théorie. Je dis en théorie, l'anesthésiste, mais souvent, ce n'est pas faisable, parce qu'il n'y a pas forcément assez de monde. Mais sinon, il revoit le néphrologue tous les 2 ans avec à nouveau un scanner. Et s'il y a des problèmes particuliers quand il est en dialyse, le centre de dialyse doit informer le centre de transplantation. Et donc, s'il y a le moindre problème, le médecin transplanteur verra plutôt avant les 2 ans le patient. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment l'inscription sur la liste de greffe. Quand le patient a le bonheur d'être appelé pour une greffe, donc ce jour-là, c'est pareil, on va lui refaire toute une batterie d'examens. Et donc un dernier examen qui est très important, ça s'appelle un post-match. Cet examen, en fait, ça va permettre de mettre en rapport le sang du patient avec le sang du donneur. Puis on regarde en fait ce qui se passe, voir si c'est compatible ou pas. Si ça fait explosion, entre guillemets, on ne peut pas greffer. Si le cross-match sont positifs, la greffe n'aura pas lieu. Donc jusqu'au dernier moment, malheureusement, une greffe peut toujours être annulée. Le patient est préparé pour et la greffe peut être annulée. Donc des fois, on revoit des personnes 2 fois, 3 fois qui soient dans le greffe. Il y a vraiment de nombreux points de vigilance à chaque étape. Oui, parce que, donc, comme pour toute intervention, il revoit aussi l'anesthésiste. Donc, si l'anesthésiste trouve qu'il a pris du poids, qu'il est fatigué, qu'il a le cœur épuisé, peut-être que pareil, il va mettre son veto. Donc, comme pour toute intervention, il revoit l'anesthésiste, il verra le neurologue. Sandrine, on passe à... Et donc, voilà, donc, dans mon service, nous avons le bonheur de transplanter M. Paul, qui a passé tous les points de vigilance. Avec succès. Voilà. Et donc, M. Paul va bien, je rassure déjà tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment vous avez vécu ce bilan pré-greffe, comment ça s'est passé pour vous et puis l'après aussi? D'accord, bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel, transplanté le 1er juillet 2020. Tout a commencé, je suis né avec une polykystose rénale. Ça a été découvert par hasard à l'âge de 20 ans. Et à l'âge de 40 ans, je me suis fait suivre régulièrement par un néphrologue. Ce néphrologue est à Saint-Louis, donc c'est professeur Peraldi. Et quand je suis arrivé en phase terminale, elle m'a tout de suite demandé si j'avais un donneur vivant, si dans ma famille, quelqu'un voulait bien faire ce geste. Je lui ai indiqué que non. Du coup, elle m'a orienté vers un centre de dialyse. Et voilà, et donc j'ai commencé les démarches auprès du centre de dialyse. On m'a présenté ce centre, un nouveau néphrologue, et on m'a ensuite préparé la dialyse, c'est-à-dire la mise en place d'une fistule dans l'avant-bras droit. Alors la fistule, c'est une opération chirurgicale qui consiste à artériser une veine pour faciliter le flux sanguin. Je n'avais pas encore commencé les démarches, et dans ma famille, ils se sont tous inquiétés parce que je refusais systématiquement le don. Mais je n'étais pas encore dialysé. Quelques mois après, j'avais une ultime consultation avec le professeur Peraldi à Saint-Louis. Et nous devions donc aller sur Paris, j'habite en banlieue.
Mon épouse m'a accompagné en me disant, tiens, on va au resto à l'issue de la consultation. Et nous sommes entrés ensemble en consultation et aussitôt on a indiqué au professeur Ferrati qu'elle souhaitait faire un don de rein sur ma personne. Et là, de rentrer. En fait, vous veniez seul avant. Oui, oui, ça, absolument. Ouais, c'était la seule fois qu'elle m'a accompagné. Ouais. Et du coup, j'étais quand même bien content finalement. J'étais très heureux de ce geste. Et aussitôt, dans le quart d'heure qui a suivi, on a été dirigé vers le prélèvement sanguin où mon épouse a fait ce qu'a décrit Sandrine, le cross-match. Donc, il y a une énorme analyse sanguine qui représente à peu près une trentaine de flacons. Et 30 jours après, on a su que j'étais compatible, sachant qu'il s'agit d'une nouvelle technique. Parce qu'au départ, si vous voulez, je suis incompatible sanguin, c'est-à-dire que mon épouse a le sang AB- et moi O+. Donc, la greffe n'est pas possible. Mais il y a une nouvelle technique qui est arrivée en France, une technique japonaise, il y a 5 ans seulement, qui consiste à, avant l'opération chirurgicale, faire un échange plasmatique, enlever les anticorps, le désimmuniter et ainsi me permettre à recevoir le greffon. Donc, cette technique toute récente, j'ai pu en bénéficier. Et donc, d'un greffon incompatible, j'ai bénéficié d'une greffe quelque part compatible grâce à ces échanges plasmatiques. Alors, comment je l'ai vécu? La dialyse, je vais faire court. J'ai fait 10 mois de dialyse en attendant, en attendant la greffe, en attendant que mon épouse puisse faire tous les examens. Alors, il y a la mammographie, la coloscopie, l'IRM. Enfin, vous avez un panel, comme avec les Sandrine, un panel impressionnant d'examens. Il faut être en parfaite santé parce qu'il faut comprendre que vous avez le receveur qui va à l'hôpital parce qu'il est malade et vous avez le donneur, là, il rentre dans un hôpital, il est en bonne santé et il ressort quelque part affaibli. Donc, c'est là qu'il faut comprendre la teneur de ce geste. Que dire de plus? Donc, j'ai fait 10 mois de dialyse, les examens ont été favorables. Et on a convenu d'une date avec la coordinatrice de greffe, le néphrologue et nous-mêmes. Cette date avait été programmée en mars 2020, et comme chacun sait, en mars 2020 est arrivé la crise du Covid. Exactement. Voilà. Et donc là, j'ai pris un coup dans la tête parce que ça m'a vraiment perturbé, même si je savais que si cette greffe avait été repoussée, c'est bien entendu parce que il y avait des risques énormes de contracter ce molécule. Et la bonne nouvelle est arrivée au début de l'été. On a pu programmer cette greffe au 1er juillet. Voilà. Comment je l'ai appréhendé? Mais vraiment, vraiment, comme comment dire ça, aucune appréhension, aucune crainte. Peut-être Sereinement. mais vraiment, vraiment sereinement. Et également pour mon époux. Ça a été vraiment, nos amis, notre famille étaient très surpris parce qu'on n'avait aucune crainte, on avait vraiment confiance en la médecine. La veille à 23 heures, la veille de la greffe, je lisais un magazine, j'étais vraiment serein, vraiment totalement serein. Je pense que ça compte beaucoup aussi. Et je pense que, alors, la veille, mon épouse, il était un peu moins que d'habitude, mais malgré tout, extrêmement confiant. Extrêmement confiant. On en a discuté avec mon épouse. Pourquoi ce geste? Et là, elle m'a dit. Qu'elle tenait, non, mais Oui. Aussi. Non, c'est si vous voulez. Voilà ce qu'elle m'a indiqué. Je voulais vraiment dire avec précision ce qu'elle m'a indiqué. C'est important pour moi. Si que, elle m'a dit voilà, tu vas protéger
pendant 40 ans. 40 ans de mariage. Aujourd'hui, c'est à moi de faire quelque chose pour toi. Je ne veux pas repousser ça. Et voilà. Et je voulais aussi souligner la qualité, l'empathie, la compétence des soignants, des médecins. C'est vraiment l'accompagnement est puissant. Et ça aussi, ça contribue à la réussite. Voilà. Ben, merci, c'est un témoignage extrêmement touchant, extrêmement fort, qui, je pense, va aussi toucher les personnes qui nous regardent et mieux comprendre aussi ce que peut vivre aussi une personne qui est en attente d'une greffe, d'un greffon, et pas voilà, évident de recevoir non plus. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Rapidement, Sandrine, avant de c'est que les temps du vivant, inutile d'être forcément quelqu'un de la famille. Il faut pouvoir prouver que depuis 2 ans, on est en contact avec la personne. Donc, même un ami maintenant peut donner un don. D'accord. C'est important de le préciser, effectivement. Merci, Sandrine. Maintenant, je me tourne vers Malika Amouda et Lucie Lefebvre, puisque dans ce parcours du patient greffé, il y a tout un accompagnement avant, pendant et après qui s'appelle l'éducation thérapeutique. Et là, voilà, ça concerne la greffe pulmonaire, et puis on verra s'il y a des choses aussi qui peuvent se rejoindre avec la greffe rénale. Donc, je vous donne la parole. Moi, je suis Malika Amouda, donc je suis infirmière depuis 20 ans maintenant. Moi, mon parcours professionnel, j'ai commencé en médecine interne, 3 ans. Puis ensuite, j'ai intégré le service de animation médicale et infection médicale chat, où là, j'étais en contact pour la première fois avec une patient transportée pulmonaire. Et j'ai commencé en fait d'exception, qui est la transplantation. Donc, j'ai demandé en fait mon transfert dans le service de pulmonologie. Ça fait 1 an avant de pouvoir en fait proposer ce poste de façon d'attente de greffe et greffe. Donc, Et vous, Lucie Lefebvre, je suis dans le service de pulmonologie et de transplantation. 10 ans ce mois-ci. Je suis arrivée dans le service juste après mon stage très professionnel que j'avais fait dans le service. Je trouvais que c'était un très bon service pour commencer sa carrière d'infirmière. Il fallait à la fois une grande technicité, mais en même temps, on avait la possibilité de développer un relationnel avec le patient, puisque c'est des patients chroniques qu'on voit un bilan pré-greffe et puis qu'on suit ensuite sur tout leur parcours de bilan pré-transplantation et puis une fois qu'ils sont transplantés. Et du coup, ça me plaît beaucoup plus. Donc, j'ai postulé dans ce service. J'ai resté 6 ans et quelques infirmières en salle. Puis ensuite, j'ai rejoint Malika, la coordination des patients transplantés. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet accompagnement du patient à travers l'éducation thérapeutique et à quoi ça sert? L'éducation thérapeutique, donc c'est nous on a monté notre programme d'éducation thérapeutique en 16 ans. Temps à le faire, mais il a été validé par l'ARS en septembre 2017. Et donc en fait, c'est un programme qu'on a construit en parallèle du parcours de soins de patients transplantés. Et consultation, post-consultation, le père, pardon, oui. Et puis le post-consultation également. Alors, comment on l'a construit? On a construit ce programme d'abord pour savoir qu'en fait, l'éducation thérapeutique, c'est destiné à des patients qui sont atteints de maladies chroniques, donc la transplantation pulmonaire, c'est parti. C'est chronique également. Et on l'a construit en fait en faisant un focus group, on appelle un focus group. Donc, il a été basé en fait sur un recueil de besoins recensés à partir d'un groupe de patients.
Donc, on a interrogé. Donc, c'est quelque chose de vraiment très intéressant et c'est là où on se rend compte, en fait, de l'importance de l'éducation thérapeutique. Parce que avant ça, on avait nos idées, en fait. On était parti avec des idées bien précises. C'est évident, on va le construire de telle ou telle façon. Et finalement, en fait, en questionnant les patients, on se rend vraiment compte qu'en fait, les attentes des patients ne correspondent pas forcément toujours à ce que nous souhaitons en fait leur apporter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important de pouvoir construire et atelier, enfin, un programme en tout cas, à partir des besoins du patient, de la patient. Et petite anecdote, oui, petite anecdote, on était parti beaucoup sur les traitements médicamenteux des patients, comment éduquer les patients, et lors du focus group, tous nos patients nous ont parlé des problèmes sexuels et de la sexualité quand on est en attente de greffe et comment ça se passera quand on est greffé pulmonaire. Et là, on était tous un peu sidérés, on ne s'attendait pas à cette évocation. Et donc, on a réfléchi après et on s'est dit que quand on est soignant, on a quand même certains a priori et on ne part pas forcément sur ce qui compte pour le patient quand on réfléchit en tant que soignant. Donc, d'où l'intérêt du focus group, de mettre des patients autour de la table et de discuter avec ces patients et d'entendre leurs requêtes qui ne sont pas forcément les requêtes des soignants. Oui, ce sont des requêtes métiers finalement. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Qui reste très ancré sur le suivi, donc vraiment très médical, alors que finalement, le patient, dans son quotidien, la transplantation pulmonaire, c'est pouvoir aussi revivre au quotidien, avoir une vie quasi normale. Donc, il y a toutes les problématiques qui sont liées au quotidien, qui est effectivement le travail, les voyages, la sexualité, enfin, voilà, tout ce qui fait la vie. Donc, on va développer, vous expliquer un petit peu notre programme, et donc construit en 4 grandes étapes. La première, c'est une étape sur le pré-transplantation. Donc, où il y a un petit atelier en fait en pré-transplantation qui est destiné aux patients. Donc, tout comme dans la greffe rénale, il y a un bilan pré-greffe qui est réalisé, qui permet en fait, pas trop détaillé, mais qui permet en fait de voir s'il n'y a pas une contre-indication à transplanter un patient. Et à l'issue en fait de ce bilan qui est vraiment très lourd, nous on a aussi besoin de savoir si les représentations que le patient a de la transplantation, est-ce qu'il a bien compris les enjeux de la transplantation pulmonaire. Et du coup, il est important qu'on puisse, notre atelier s'est centré sur les bénéfices et les risques et les enjeux de la transplantation. Donc, notre atelier, c'est quelque chose de très concret où on a une vraie balance avec des petites thématiques sur la transplantation et d'un côté, en fait, on a d'un côté la balance et les bénéfices et de l'autre, les inconvénients. Et on demande aux patients, en fait, après l'avoir informé, parce que tout avant, on a une étape d'information, de représenter ce qu'est la transplantation pour nous. Et ça permet vraiment, en fait, de voir un peu ce que le patient a compris, et puis dans ces cas-là, il reformule, en fait, et pour nous, soignants, de voir s'il y a des réajustements à faire et donc d'évaluer, en fait, la compréhension du patient et de pouvoir refaire certains ajustements si nécessaire. Et après, il y a un petit atelier qu'on a construit sur les différents partenaires, en fait, toutes les personnes que le patient transplanté rencontre pendant son parcours de greffe. Et là aussi, l'intérêt, parce que c'est pareil, dans l'éducation thérapeutique, ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce que nous, on peut amener comme outil pour que le patient, en fait, puisse être acteur dans sa prise en charge et dans sa maladie. Et donc là, l'idée, c'est vraiment, en fait, de lui donner toutes les ressources aller faire appel à nous quand on n'est pas là, parce que l'information, on la donne à un moment T, le patient, on le voit à un moment donné lors de son hospitalisation, mais après, il y a tout le reste du temps où il est à la maison, où là, il faut qu'il soit capable, en fait, de tirer la sonnette d'alarme quand ça ne va pas, de nous faire appel à nous, et puis, en transplantation pulmonaire, il faut qu'il y ait, comme d'ailleurs, en transplantation, il faut que le patient arrive avec un état général correct, pour qu'il puisse être capable de supporter l'intervention qui est quand même assez lourde. Et donc, après tous les examens qu'il a eu, il faut qu'il puisse aussi
Donc, nous faire appel si jamais à un moment donné, parce que l'insuffisance respiratoire, il y a un moment donné où le patient en fait est en difficulté, il ne peut plus se prendre en charge complètement, il a besoin d'aide. Donc, dans ce parcours de soins, il y a vraiment l'assistante sociale qui peut intervenir pour proposer des aides à domicile, la DD officielle qui peut donner tous les conseils concernant les apports nutritionnels. Il y a les coordinatrices, il y a les médecins, les pneumologues, et puis il y a parce qu'on a 70% de patients qui sont hors de France, donc il y a le pneumologue qui est référent, et il faut faire appel aussi au bon moment. Donc vraiment, là, c'est voilà, rendre autonome le patient. Et bien identifier les différents professionnels qui gravitent autour de lui. C'est ça, et plus faire appel à eux au moment où il a besoin, parce que c'est vrai qu'on a tendance à leur dire, vous pouvez, il y a notre mouvement, il y a etc., mais il faut qu'ils soient capables de faire appel à nous. Et puis après, il y a un atelier en fer opératoire, juste après la présentation. Bien sûr, Malika. Très bien. Alors, en post-greffe, donc là, immédiat après que le patient ait été greffé, donc après la réanimation, il passe 10-15 jours à peu près en réanimation, quand ça se passe bien qu'il n'y a pas de complications. Donc, il remonte dans le service de transplantation. Le 8e étage et le 9e étage, on est sur 2 étages. Et là, en fait, il y a une éducation thérapeutique qui est faite par les équipes de proximité, hein, les infirmières qui sont en poste en soins compassionnels. Et il y a aussi nous, équipements qui arrivons pour aussi vérifier, faire aussi un apport concernant les thérapeutiques, parce que là aussi, il y a tout ce qui est la lourdeur du traitement ou l'observance du traitement en post-transplantation et la réussite aussi de transplantation. Donc, il faut qu'ils puissent être capables. Il y a un traitement très lourd à prendre qui s'appelle des anti-rejets. Et il y a des dosages régulièrement à faire, des prises de sang. Il faut que le patient soit capable d'interpréter son résultat, de faire appel à nous quand ça ne va pas. Et nous, on pense aux médecins, de façon à ce qu'il puisse y avoir des ajustements thérapeutiques, de façon à ce que le patient ne soit pas en sous-dosage avec un risque de rejet, ou surdosage avec un risque d'insuffisance rénale. Donc, il y a toutes ces choses-là en post-greffe qui sont très importantes. Donc, là aussi, c'est pas de l'information, c'est des petits ateliers qui permettent aux patients de pouvoir préparer correctement son traitement, de pouvoir identifier ses médicaments. Malika et Lucie, donc en préparant cette émission, et qu'effectivement, dans les services, il y avait des référents, c'est ça, qui étaient vos relais auprès des patients, référents infirmiers, aides-soignants. Référents infirmiers, aides-soignants, on y arrive. D'accord. On y arrive, mais essentiellement infirmiers. Parce qu'effectivement, en fait, et ça, c'est quelque chose qui est important dans l'éducation thérapeutique, c'est qu'il ne faut pas faire ça tout seul dans son coin. Il faut pouvoir faire ça ensemble de façon, c'est ce que je vous expliquais aussi, hein, le programme, on l'a construit donc avec l'équipe d'encadrement, Madame de Pantis, avec un médecin, sauf que en fait, nous ne sommes pas les seuls à intervenir auprès des patients. Il y a toutes les équipes, que ce soit la diététicienne, le kiné, l'assistante sociale, les aides-soignantes, les infirmières en salle. Donc, il faut vraiment en fait que chacun s'approprie des outils de façon à ce qu'ils puissent en fait les utiliser et qu'ils soient à l'aise avec, et de façon à ce que on transmette au mieux les compétences qu'on attend des patients, de façon à ce qu'ils soient autonomes après la maison et complètement acteurs de leur voilà. Et ça, donc, on a du coup proposé des personnes référentes, parce qu'il y a des personnes référentes ETP, en ETP, en éducation thérapeutique, pour pouvoir aussi continuer à former, parce qu'il y a un turnover dans les équipes, de façon à citer des personnes. Et après, il y a ce côté aussi valorisant, parce que tu as participé à la construction d'un outil et pouvoir transmettre. Il y a cet aspect quand même qui est assez valorisant en tant qu'infirmier, gratifiant, donc on a besoin de faire. On a aussi les équipes médicales, hein, ce qui est très important, c'est que finalement, en fait, c'est que le médecin qu'on avait vu est parti, donc on a un rôle
de relais, de transmetteurs aussi, auprès des initiatives, sinon, mais aussi l'éducation thérapeutique. Et alors, une fois la sortie du patient, comment ça se passe un petit peu sur le moyen terme? Une fois qu'il est rentré chez lui, vous le revoyez un an après, un mois après? Alors, nous, on les revoit assez souvent, on les revoit après, ça c'est d'accord. Et c'est en transplantation pulmonaire, le suivi est beaucoup rapproché, serré, parce que faut aller surveiller les groupes, faut aller surveiller le rejet, faut surveiller les médicaments d'infection, parce que c'est quand même un organe qui a un contact capillaire, donc il y a beaucoup plus facilement d'infection. Donc le patient est suivi de Et puis, vous disiez aussi, lors de cette préparation, qu'il y avait beaucoup d'interactions aussi lors des ateliers entre les patients. Et, tout à fait. Alors, j'ai fait un atelier une fois que le patient est inscrit, en fait. Donc, un premier atelier en pré-greffe. On a l'atelier lorsque le patient est inscrit. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'informations qui étaient données aux patients. Et ça aussi, dans l'éducation thérapeutique, c'est à quel moment on donne cette information. Est-ce que c'est bon ou pas? Et donc, il nous a paru important de mettre un atelier quand le patient est inscrit pour qu'il puisse, en fait, on fait le point avec lui, on voit s'il est capable de pouvoir se projeter, est-ce qu'il a bien compris, parce que le patient qui est inscrit dans le parcours de transplantation pulmonaire, c'est un patient, il y a tous les examens, mais il faut aussi qu'il décide de pouvoir accepter d'être greffé, parce qu'il sait très bien que il y a une grosse intervention à risque. Il y a des risques inhérents à la transplantation, il y a des risques de rejet, il y a des risques d'infection. Donc, c'est vraiment en fait une intervention qui est très, très lourde. Et il y a des patients qui. Donc, il y a ça aussi. Donc, on leur demande quand on leur demande en fait de mesurer cet enjeu de la greffe, quand ils sont en bilan pré-greffe, il y a tellement de choses qu'ils ne sont pas forcément en fait, capables de pouvoir se projeter. Donc, et alors que les patients est inscrits, il y a un atelier qu'on a mis à ce moment-là pour pouvoir en fait aussi revoir les choses avec lui. Est-ce qu'il est capable de se projeter? Parce que là, il y a un moment où, effectivement, psychologiquement, il est arrivé à un stade où il peut se projeter. Et donc, il est important, parce qu'il y a des familles qui sont présentes, qui accompagnent, et qu'on intègre complètement en fait dans le parcours du patient. Et on propose même en fait à cet atelier, lorsque le patient est inscrit, que l'accompagnant puisse aussi assister à l'atelier d'éducation thérapeutique. Donc ça, c'est un atelier qui est fait par le médecin et qui est très important parce que ça permet vraiment de faire le point avec le patient et de permettre au patient de se projeter. Et puis après, il y a le post-greffe, c'est le soin immédiat, et puis après, en hôpital de jour. On réalise 3 mois au minimum après le doctorat de patient. C'est un atelier qu'on réalise en cours avec 4-5 patients généralement. Et là, il y a beaucoup de tâches. C'est un atelier qu'on propose autour d'un plateau de 2 mois. Les patients ouvrent des places d'enchaînement, tombent sur des cases questions. Ils vont avoir à répondre à des questions soit d'ordre médical, soit qui concernent la vie quotidienne. Et du coup, c'est entre eux de donner la meilleure réponse ou la meilleure solution au problème. Voilà, à de beaux débats. Et puis, je pense que l'intérêt aussi peut-être des 3 mois, ça permet aussi, je pense qu'en hospitalisation, voilà, il n'y a pas le recul du retour à le domicile. Je pense que ça doit faire émerger aussi d'autres questions, d'autres problématiques qui peuvent être soulevées à ce moment-là et dont on se rend compte effectivement. Alors, je ne vais pas dire aujourd'hui qu'on arrive au terme de notre webinaire. Une fois n'est pas coutume, on va déborder un petit peu. Je vois qu'il y a des questions.
Alors, il y a Jeanne Paul. Je n'ai pas très bien compris concernant son incompatibilité de groupe sanguin qu'il a pu faire avec la nouvelle technique du Japon. Ah, c'est technique. alors, je ne suis pas médecin, mais alors, en fait, si vous voulez, désormais, grâce à cette nouvelle technique qui nous vient qui nous vient effectivement par des chercheurs japonais, maintenant, nous sommes tous compatibles. Nous pouvons tous donner un rein à quelqu'un, potentiellement. Évidemment, il faut que le donneur soit en excellente santé, comme vous l'avez indiqué. Il faut que le receveur puisse aussi en bonne santé malgré tout, qu'il n'ait pas des problèmes cardiaques, qu'il n'ait pas de problèmes cérébraux. Enfin, il faut qu'il soit également il faut que le greffon puisse tenir. Parce qu'il faut savoir qu'on ne retire pas les reins natifs. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai 3 reins. Certains patients ont 4 reins. Ah oui, du coup, moi, je ne savais pas du tout ça. Du coup, vous me l'apprenez aujourd'hui, monsieur Paul. Je pensais qu'on enlevait en fait le rein malade, voilà, qu'on allait remplacer. Et en fait, pas du tout. Voilà. Et en fait, la consultation de l'urologue doit permettre, il doit déterminer s'il y a la place pour mettre un 3e ou un 4e. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce côté technique? Alors, juste pour finir avec l'incompatibilité, c'est qu'en fait, si vous voulez, nous sommes tous compatibles grâce à ces échanges plasmatiques. C'est-à-dire qu'on m'enlève mes anticorps et je vais pouvoir recevoir un greffon d'un autre groupe sanguin. Voilà. C'est vraiment, ça fait une dizaine d'années au niveau international et à peine 5 ans en France. Il y a 5 ans, je ne pourrais pas être greffé. Parce que finalement, mon épouse, je n'ai aucun lien familial avec mon épouse. Voilà. Donc ça, c'est voilà. Lorsque j'ai indiqué à mon entourage, à mes amis, à ma famille, que mon épouse allait me donner un rein, tout le monde me disait, c'est incroyable, vous êtes compatibles. Non. La réponse était toujours non, on n'est pas compatibles. Et pourtant, grâce à aux nouvelles techniques, le don pourra se faire. Ça, c'est une très, très grande avance. Vous avez l'impression d'avoir une seconde chance dans la vie, une seconde vie. Exactement, c'est une renaissance. La greffe, je pense que tous les greffés, tous les transplantés pensent ça, c'est une renaissance. C'est une renaissance, mais on ne revient pas non plus à un état antérieur. On n'est pas guéri. Ouais. On n'est pas guéri. Mais on revit. Et on vit quasi normalement. Et j'en suis très heureux. Et on le voit. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon sur la compatibilité, Malika? En transplantation pulmonaire, là aussi, il y a des patients, par exemple, pour lesquels le chemin montre qu'il y a beaucoup d'anticorps. Et les patients qui ont beaucoup d'anticorps, c'est-à-dire qu'ils ont en fait l'antigène interdit. Donc, quand il y en a quelques-uns, ça va parce qu'en termes de compatibilité, c'est un donneur compatible. Et par contre, quand il y en a beaucoup, la force de la greffe est très, malheureusement, voilà, très serrée, qui ne marche pas. Et du coup, beaucoup de patients, des échanges plasmatiques, de façon à une délimitation et baisser le taux d'anticorps pour pouvoir avoir un extrait de la greffe. Ça rejoint effectivement en termes de compatibilité. Voilà, si je donne un rein à quelqu'un, est-ce que j'aurais besoin d'une transplantation plus tard? C'est ça? Oui. Alors, comme je disais, le futur donneur qui se propose, on va lui faire passer toute une batterie d'examens et donc on va mesurer le degré de filtration de leur rein pour voir s'il y a un éventuel problème. S'il y a déjà un problème et même minime, la greffe ne se fait pas. On ne fera cette greffe que si le rein va très bien. Donc, le rein qui restera va prendre du volume, va avoir une capacité supérieure à un rein additionnel quand il y a 2 reins.
Donc, et ça va finir par remplacer les 2 reins. Donc, c'est sûr, il faut éviter un accident qui pourrait vous blesser et endommager le rein. Mais sinon, s'il n'y a pas d'accident, s'il n'y a pas de problème, le rein qui restera est suffisant à garantir la bonne fonctionnalité à l'organisme. Et donc, il n'y a pas besoin d'être forcément mis en dialyse, pas besoin d'avoir une greffe par la suite. Si c'est envisagé, la greffe ne se fait pas. Merci pour cette précision. C'est très prérequis pour être inscrit en transplantation, formation supplémentaire. Et quel est votre plus beau souvenir en tant qu'infirmière avec des patients greffés à toutes les 3? Alors moi, je suis une infirmière diplômée d'État et j'ai fait simplement une formation dispensée par l'assistance publique de 40 heures qui permet de faire l'éducation thérapeutique. Il existe des diplômes universitaires que moi je n'ai pas fait et avec cette formation, je peux dispenser déjà pratiquer l'éducation thérapeutique et donc pratiquer, faire suivre tout un cursus d'éducation à mes patients. Lucie, je ne pense pas qu'il y ait de prérequis pour être infirmière en transplantation. Vous êtes infirmière dans un service de médecine, en fait, en oncologie ou en pathologie, et ce service propose. Après, nous sommes différents, les coordinatrices des patients transplantés, mais là encore, peut-être un peu d'expérience dans la question, mais si on met l'État, on a chacune un gérant, une éducation partielle pour le cas, et une éducation pour moi, mais c'est vrai que pour pouvoir faire de l'éducation thérapeutique, il faut avoir cette formation. C'est prérequis. Et est-ce que vous avez un souvenir particulier avec un patient greffé? Peut-être qu'il y en a plusieurs en fait. Il y en a beaucoup, mais c'est par exemple ce patient qui en refuse d'abandonner la transplantation parce qu'on peut la pathologie respiratoire chronique potentiellement fatale à assez court terme et que la solution à ce problème, c'est la transplantation qui est extrêmement risquée pour lui. Et puis maintenant, je le retrouve transplanté depuis 2 traitements épanouis. Il accepte même d'aller témoigner pour dire à la greffe. Ça me touche, ouais, beaucoup. Et vous, Malika? C'est vrai que c'est beaucoup de en fait, les patients insuffisants respiratoires, ça touche la respiration, donc ça a quelque chose de pas facile, des patients qui souffrent beaucoup, donc on explique tout le monde leur parcours. Donc c'est vrai que de pouvoir enfin greffer et qui reviennent en hôpital de jour, qui nous racontent leurs souvenirs, pour nous c'est une belle récompense et c'est voilà, c'est comment devenir comme ça en fait. C'est beaucoup de souvenirs comme ça, parce que c'est vrai que notre famille, on nous connaît, on partage en fait avec nous les vacances, les voyages, les déceptions, enfin voilà, la vie tout simplement. Et ça, rien que ça, c'est La différence entre le fait de transplanter rénaux et vos transplantés pulmonaires, c'est que les nôtres souffrent relativement peu physiquement. Vous avez dit, monsieur Paul, les nôtres. Je fais partie de ça, oui. Les infirmières, voilà. Et voilà, c'est des patients qui sont. Donc, quand ils sont greffés, des fois, on les calme parce qu'ils ont l'impression d'avoir eu l'appendicite. Quand tout va très très bien, ils sont tout de suite. Ils reforment tout de suite des urines, ils se remettent à uriner rapidement et ils peuvent être sortis en 15 jours, nos patients. Et les autres, ils sortent au bout de combien de temps? C'est 1 mois, 1 mois et demi, on va très bien. Donc c'est vrai que quand on a des patients
ça. Mais je connais quelqu'un qui était greffé de sein. On insiste sur le fait que c'est vraiment effectivement une greffe dans les deux cas, mais que ce n'est pas le même type de greffe, pas du tout la même chose et que le parcours n'est pas forcément le même. Après, je ne dis pas qu'il y en a un qui est moins que l'autre, ou la souffrance est moins. Un côté peu La souffrance physique. Voilà, c'est pas du tout le cas, hein, mais c'est des parcours différents. Après, enfin, je ne sais pas en tout cas. Et c'est vrai que dans la science respiratoire, c'est impressionnant. Quelqu'un a une difficulté respiratoire. Et puis quand même dans la transplantation rénale, avant, il y a l'hémodialyse, il y a ce passage par l'hémodialyse qui permet d'attendre la greffe. Dans la transplantation pulmonaire, c'est la greffe ou rien. Il n'y a pas de possibilité d'attendre de technique pour remplacer le poumon qui va être donné en fait. Donc un patient en insuffisance rénale chronique, il va être hémodialysé. On peut suppléer avec de la technique à la fonction rénale, alors qu'à la fonction pulmonaire, quand elle est réellement dégradée, eh bien, il faut vraiment greffer le patient parce qu'on n'a pas d'autre technique pour suppléer à la fonction respiratoire. Donc c'est un petit peu différent, je pense, à ce niveau-là. Et après, je pense que le geste est magnifique dans les deux cas. C'est un second souffle, les patients le disent dans la transplantation pulmonaire. Et puis vous, c'est bon vie. Hein. Absolument. Voilà. C'est une nouvelle vie qui commence avec quelques contraintes et que tous les patients s'en accommodent parfaitement. Monsieur Paul, on Oui. a encore une question pour Je vous. vous en prie, avec plaisir. Alors, c'est Sophie. Bonjour, j'ai une question pour Monsieur Paul et pour sa femme. Quelles ont été les conséquences physiques, juste après la transplantation, douleur, autre chose, et les conséquences psychologiques? J'imagine que les deux époux en ont beaucoup parlé. Oui. Alors, les conséquences, évidemment, douleur, comme toute opération chirurgicale, pour mon épouse et pour moi. Énorme fatigue également. Énorme fatigue. Mais moi, je me suis remis très rapidement en plein temps. Pour mon épouse, c'était un peu plus compliqué, puisque vous posez la question. Elle a fait une éviscération à la ginote. Le jour où moi je sortais de l'hôpital, elle rentrait pour une intervention en urgence. Elle avait un saignement très très important. Elle nécessitait une nouvelle intervention chirurgicale. D'accord. Et les douleurs ont été énormissimes. Et puis les conséquences, c'est que sa paroi abdominale a un peu lâché, malgré la coupe d'affilée. Mais aujourd'hui, elle est en super forme, tout va bien. Sa fonction rénale est au mieux, donc tout va bien. Voilà. Mais il y a eu ce petit problème qui a failli être vraiment dangereux, mais finalement tout va bien. Et psychologique? Alors, psychologique, ça a été non, je pense que il y a eu quelques petits problèmes psychologiques, mais je pense que c'était plus lié à la crise du Covid. Parce qu'on avait cette crainte l'un et l'autre, enfin surtout elle d'ailleurs, elle avait la crainte de contracter le virus et de le transmettre. Parce que finalement, on n'entendait que ça de la part des médecins et des médias. Attention, les greffés, et on n'a jamais autant parlé des greffés et des dialysés à la télévision. Attention, si ces patients-là attrapent le Covid, ça risque d'être fatal. Et donc, si vous voulez, mon épouse a fait une sorte de fixation parce qu'elle a repris le travail assez rapidement, même si elle est donc du coup, elle a pu bénéficier d'un télétravail. Mais pendant quelques semaines, elle se rendait au bureau et sa crainte, c'était de contracter le bureau et de le transmettre à son époux. Voilà. Voilà, c'était ça les conséquences, la peur de transmettre la maladie. Mais si vous voulez, psychologiquement, retirer un organe chez certaines personnes, peut-être qu'effectivement, ça peut entraîner des interrogations, des craintes, de se dire, tiens, il me manque quelque chose. Et chez mon épouse, pas du tout. Aucune séquelle psychologique. C'était plutôt des petites douleurs voilà, liées à une opération chirurgicale. Merci beaucoup. Alors,
Ouais, quel est l'âge de votre plus jeune patient? Alors, sur Saint-Louis, on transplante uniquement des personnes qui sont adultes. On ne transplante pas de jeunes adolescents ou d'enfants. Ils sont transplantés à Robert Debré. Par contre, quand ils passent à l'âge adulte, on les a en suivi bref. Donc, c'est-à-dire les patients de Robert Debré, quand ils grandissent, ils viennent chez vous à Saint-Louis. Donc, il y a une transition qui est faite. Donc, si tout va bien, ils sont suivis en consultation. Et s'il y a un souci d'hydratation, une infection, ils sont hospitalisés après en oncologie. Et donc, sinon, nous, notre service ne greffe que des adultes. Et dernièrement, on a un petit jeune qui a 19 ans. C'est un des plus jeunes du service. Sinon, après, on peut greffer jusqu'à très tard, par contre. Non. Dernièrement, on a eu quelqu'un qui avait près de 75 ans. Donc, le panel est très large. Et vous m'expliquiez, Sandrine, lors de la préparation, que justement, on essayait de mettre en lien aussi l'âge du greffon et du greffé. Hein. Oui. Si le donneur décédé qui décède lors d'un accident à une trentaine d'années, on va essayer de donner le rein à quelqu'un qui est plus ou moins dans la même âge. On ne va pas donner le rein de quelqu'un de 30 ans à une personne de 70 ans. Et inversement, on ne va pas donner le rein de 70 ans au petit jeune de 19 ans qui vient d'être opéré. Donc, on essaye de garder un peu une corrélation entre l'âge des donneurs et des receveurs. Parce que, quand même, à terme, malheureusement, la greffe ne dure pas toute la vie. La greffe rénale, quand ça vient de donneurs décédés, la greffe rénale a une durée moyenne de 15 ans. D'accord. Donc, si c'est des personnes qui sont jeunes, c'est pour ça qu'il peut arriver qu'il y ait plusieurs greffes. Comme monsieur dit, on peut avoir 3 reins, 4 reins. Donc, c'est pour ça. Donc, ils peuvent être amenés à être greffés à nouveau. Malika aussi, le plus jeune patient dans le service. Le plus jeune avait été greffé à l'âge de 16 ans. Et nous également, on est un centre adulte, en fait. En termes de pathologie, on greffe des patients atteints d'amputation, des TCO et des prostate. En fait, c'est un âge. Et après, en fait, chaque centre de transplantation en France, avec des spécificités, et c'est plutôt approchant. Depuis la fermeture de la HUGP, on a récupéré la greffe pulmonaire de la HEGP chez les jeunes patients métaboliques. Donc, on a une pathologie qui apparaît en charge des jeunes atteints de mycoses. Et eux ont 18 ans. On a fait de très belles chances de service pour les accueillir. Parce que passer de la pédiatrie à l'âge adulte par une transplantation, c'est assez violent. J'ai dit qu'il fallait qu'on les accueille au mieux et faire de très jolies chambres, pleines de couleurs pour les accueillir. Alichat, Antique, Robert Debré, des centres pédiatriques, il y a beaucoup de choses de fait pour les jeunes. Sur un webinaire précédent, quand on parlait de la transition justement pédiatrique, c'est ce que disait la patiente jeune. Elle disait que le décor change et souvent c'est déjà un choc parfois, même si les équipes sont là pour accompagner, pour faire le chemin avec eux vers l'hôpital qui va les suivre à l'âge adulte. Et, merci pour eux. Et en tout cas, vous avez dans les personnes qui regardent beaucoup de remerciements pour vos témoignages. Voilà, pour ce que vous faites aussi au quotidien pour les patients. Merci à Monsieur Paul aussi pour ce témoignage très touchant, très authentique, qui j'espère va aider aussi les étudiants en soins infirmiers, à se projeter dans de devenir infirmier. Ça prend du temps. Il faut être à l'écoute des patients, de ce qu'ils ressentent, de leur ressenti.
C'est parfois un long chemin aussi d'accompagnement. Il y a de l'attachement, il y a de l'émotion, il y a de l'expertise. Je pense qu'on a bien fait de déborder en cette journée que je rappelle, journée nationale de réflexion du don d'organes et de la greffe et de reconnaissance aux donneurs. Je tiens aussi à cette dernière partie. Merci à vous tous. Merci. Si vous voulez rajouter un dernier mot, vous pouvez. On est très heureux d'avoir un patient avec nous qui témoigne parce que ça rend les choses concrètes et ça permet de voir que c'est une vraie thérapeutique et qu'on va bien après. Donc, merci d'être venu et d'avoir répondu aux questions des internautes et voilà, d'avoir un patient avec nous, ça donne du corps à notre sujet et merci d'être venu. Je vous en prie, lorsque Sandrine m'a sollicité pour participer à cette conférence, j'ai tout de suite dit oui pour lui témoigner ma reconnaissance. J'ai été hospitalisé 9 jours et j'ai cru l'avoir tous les jours dans ma chambre. Alors peut-être pas, mais j'étais très impressionné par sa présence. Je me suis demandé si elle avait le temps de prendre des cours. Donc ça prouve bien l'implication des soignants autant. Il y a un attachement quand même, un attachement du patient à son soignant. Ça donne envie de devenir soignant quand même. Et au service néphrologique. N'hésitez pas si vous avez envie d'être infirmière ou infirmier à nous rejoindre. La transplantation, c'est magnifique, thérapeutique. Et n'hésitez pas, DMU Victoire, je dis toujours pour conclure. Au revoir. Merci, au revoir.